Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Olivier Thor, qui est une des figures les plus brillantes de cette jeune génération de maîtres de conférences qui a investi l'université française. Un maître de conférences très brillant qui vient de publier un livre qui s'intitule « La droite française aux origines de ses divisions, 1814-1830 ». Olivier Thor est maître de conférences à l'université d'Artois. Il est ancien pensionnaire de la Fondation Thiers. Vous avez aussi été normalien, agrégé et docteur en histoire. Il a été le lauréat du concours des thèses du Comité des travaux historiques et scientifiques. Vous avez aussi été lauréat du prix Richelieu, de la chancellerie des universités de Paris, auteur de nombreuses publications. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous allons vous écouter avec beaucoup de joie. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui des royalistes et de Paris sous la Restauration. De nos jours, vous l'aurez constaté, la vie politique parisienne est médiatiquement scrutée à la loupe, commentée à l'envi par les journalistes, au point qu'on peut parfois avoir le sentiment, à lire et à entendre ces observateurs de l'immédiateté, que les élections municipales françaises, par exemple, se résumeraient presque à celles de la capitale, y donnant notamment à voir, avec une régularité quasi métronomique, les divisions aussi vaudevillesques que délétères de la droite. Jadis, entre une candidate battant campagne en patin à roulettes et un contradicteur luttant contre l'abstention au point, dirent les mauvaises langues, de faire voter les chers disparus, plus récemment, entre une nouvelle chef d'équipe, fumant négligemment une cigarette à la maraude avec une simplicité toute giscardienne, et un dissident cherchant à réunir sous sa bannière d'homme neuf, milieu d'affaires New Age et catholique en Lodène. Le tout, à chaque fois, avec le résultat prévisible, sinon escompté, la défaite. Je vous convie aujourd'hui à un voyage en arrière de 200 ans tout juste pour réfléchir ensemble à l'origine d'un tel phénomène, celui de la fragmentation spectaculaire de la droite française, incarnée alors par une seule dynastie, les légitimistes, qu'on appelle à l'époque les royalistes, tout simplement, et plus particulièrement les difficultés et les propensions aux divisions de cette droite à Paris, en observant cela, si l'on peut dire, à la racine. Comment, en remontant à une époque, la Restauration, entre 1814 et 1830, durant laquelle le clivage gauche-droite, apparu en 1789, renaît, mais encore s'affine, donc renaît y compris donc dans l'hémicycle de la Chambre des députés, au Palais Bourbon. Vous voyez qu'à l'époque, la gauche et la droite sont séparées matériellement par une travée très importante, mais ce clivage encore s'affine, se démultiplie avec l'apparition de notions jusqu'alors totalement inédites, qu'on n'employait pas sous la Révolution française, telles que centre-gauche, centre-droit, extrême-gauche, extrême-droite. Toutes ces notions apparaissent sous la Restauration. Bien plus, la droite désormais parvient pour la première fois ès-qualité à l'exercice des principales responsabilités du pays. Cette promotion nouvelle conduit, dans le cadre d'un pluralisme retrouvé, à de vives compétitions publiques et, ce faisant, à des rivalités internes qui peuvent désormais se donner libre cours sans la crainte d'une éradication générale comme ennemie de la nation, ce qui avait eu lieu sous la Révolution française. En permettant cette forte expansion, sinon l'hypertrophie de la droite, la Restauration rend certes cette dernière plus attractive pour tous les ambitieux, et ils sont toujours nombreux, mais en contrepartie, elle stimule le spectacle de ces luttes internes incontrôlées avec Paris comme principale scène de théâtre, mais aussi comme centre de douloureuses désillusions. Paris, comme ville politique, dans notre imaginaire collectif, c'est d'abord et avant tout la capitale de la contestation du pouvoir, de la révolte tumultueuse, voire même de la révolution en marche. Ce rôle contestataire
esquissé dès le Moyen-Âge avec Étienne Marcel, amplifié sous l'Ancien Régime avec la Ligue puis la Fronde, s'est prolongé jusqu'au cœur du XXe siècle avec le mouvement de mai 68, en attendant la suite. Mais comme on sait, c'est bien au siècle précédent que cette incarnation contestataire s'est déployée dans toute sa plénitude, durant un XIXe siècle un peu anticipé, puisque commençons donc en 1789 avec la Révolution française. Depuis la prise de la Bastille, le 14 juillet, jusqu'à la fin de la semaine sanglante qui clôt la Commune, en 1871, Paris semble être devenue la capitale française et même mondiale, non plus seulement des révoltes contre l'ordre établi, mais bel et bien des révolutions, balayant par 3 fois le régime monarchique en place en 1792, 1830 et 1848. Par rapport aux turbulences plus anciennes, ce rôle moteur de Paris dans l'agitation du XIXe siècle prend ainsi une coloration politique nouvelle qui tire Paris à gauche dans le sens d'un progrès allégué au nom de la raison contre une tradition monarchique mais aussi catholique, à rebours de ce qu'on pouvait observer antérieurement dans la capitale, notamment à la fin du XVIe siècle, avec la Sainte Ligue catholique si puissante à Paris. Cette mutation progressiste de la tradition rebelle de Paris passe, durant la Révolution française, par une volonté de table rase du passé, comme par une violence physique décomplexée, dont le symbole par excellence reste le régicide de Louis XVI. Dans ces circonstances, évoquer les royalistes et Paris sous la Restauration semble relever soit du paradoxe, soit de l'antagonisme pur avant tout examen. Car quel sentiment autre que l'hostilité farouche la capitale pourrait-elle donc bien inspirer, un quart de siècle plus tard, aux partisans et au soutien des 2 frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, revenus prendre en charge les destinées du pays sous la Restauration. Alors, si une telle hostilité mutuelle existe, et on le verra abondamment, et se nourrit au demeurant d'éléments nouveaux, la réalité est comme toujours complexe, et elle donne à voir une diversité de points de vue à un moment où, répétons-le, les royalistes sont par ailleurs parvenus au cœur du système politique et donc plus à même de marquer de leur empreinte la capitale. Donc j'examinerai 3 questions successives lors de cet exposé. D'abord, on se demandera qui sont les royalistes à l'époque et quelles différences politiques existent en leur sein, créant, facilitant des clivages internes qui les opposent et les affaiblissent. Deuxième élément, en quoi l'évolution sociale et économique de la capitale à cette époque engendre une véritable allergie à l'égard de la France réactionnaire, de la France moisie, comme disent aujourd'hui les éditorialistes, y compris du simple point de vue des codes visuels, rendant particulièrement difficile un militantisme royaliste actif, un militantisme de droite, à Paris, à cette époque. Troisième élément, par voie de conséquence, quelle est la traduction électorale d'une telle allergie réciproque entre les Parisiens et la droite de cette époque? Les royalistes, qu'est-ce à dire? Quelques précisions lexicales un peu générales sont ici nécessaires pour bien vous faire comprendre de quoi l'on parle. Le terme de royaliste a subi une forte évolution en 1814. Avant 1814, les royalistes, c'était presque personne. Tout petit nombre d'intéressés. Après 1814, a fortiori après 1815, tout le monde, ou presque,
se dire royalistes, en tout cas ceux qui sont investis dans une carrière publique, ça devient beaucoup plus intéressant. À tel point qu'on observe une dilution qui provoque en 1820 une redéfinition de la notion et une précision qui rend synonyme les royalistes et la droite. Alors, revenons rapidement sur ces trois phases. Avant 14, je le disais, les royalistes, c'est peu de choses, au moins à la lunette du régime napoléonien et de sa presse docile. L'expression n'évoque plus aux yeux de la masse des Français, superficiellement politisés, qu'une poignée de conspirateurs marginalisés. Sous le consulat, les royalistes, conspirateurs, semblaient encore redoutables à l'époque de la machine infernale, fut-elle imputée aux républicains, ou même du grand complot de 1804 qui permet à Bonaparte de liquider les chefs Cadoudal et Pichegru en même temps que le duc d'Enghien et qui lui sert, rappelez-vous, de prétexte pour proclamer l'Empire. Durant la décennie de l'Empire, ensuite, entre 1804 et 1814, cet activisme royaliste apparaît beaucoup plus résiduel, au point que les sympathisants de la cause en sont réduits à défendre, dans leur activité clandestine, la cause du pape davantage que celle du prétendant au trône, dans le cadre d'une société secrète, les Chevaliers de la Foi, dont l'opinion méconnaît totalement l'ampleur des ramifications, du sud-ouest toulousain jusqu'à Paris. Le chef de cette petite organisation, Mathieu de Montmorency, de même que les premiers fondateurs, Jules de Polignac et Ferdinand de Berthier de Sauvigny, sont alors de parfaits inconnus, sauf certainement pour la police de Fouché, qui les tient fermement à l'œil et garde à l'occasion, et notamment Polignac et son frère, au frais, à Paris, dans une maison bien surveillée. Ces activistes de la traversée du désert jouent logiquement par la suite un rôle majeur, notamment dans les années 20. Montmorency et Polignac deviennent ministres des Affaires étrangères, pour le dernier, même dernier chef du gouvernement de la période. Le moins doué du trio, Berthier de Sauvigny, devient député de Paris, on y reviendra. Une telle obscurité groupusculaire du royalisme n'est évidemment plus de mise avec la Restauration. Une fois Louis XVIII installé, puis réinstallé sur le trône, après l'échec des 100 jours, tous les retours en politique ne sont pas de grands succès, le régime des Bourbons apparaît consolidé. Dans ce contexte, les royalistes, cela devient, je le disais, presque tout le monde, ou presque, à l'exception d'une poignée de conspirateurs républicains et surtout bonapartistes. Vous voyez donc que le rapport des forces s'est inversé. En ce sens flou, se dire royaliste, au début du règne de Louis XVIII, jusqu'en 1820, c'est comme se dire favorable à Napoléon sous l'Empire, voire républicain aujourd'hui. Cela revient à faire montre d'un conformisme légaliste et à refuser nettement toute subversion révolutionnaire. Cette acception générique permet d'intégrer l'immense majorité des ralliés de fraîche date, de tous ceux qui acceptent la Restauration sans y avoir pour autant jamais rêvé avant 1814. Une telle extension du royalisme jusqu'à la banalisation est promue vigoureusement entre 1816 et 1819 par le bel Élie Decazes, ministre favori de Louis XVIII, qui cherche alors, selon ses termes, à royaliser la nation française dans son entier, donc il cherche à la faire devenir royaliste, tout entière. Cette évolution provisoire du royalisme comme une notion fourre-tout amène, dès 1814, les partisans de toujours des Bourbons à réagir et à se définir plus précisément comme des royalistes purs.
Cette appellation revient, à contrario, à suggérer l'impureté du royalisme de ces ralliés de la dernière heure, ceux qui, à l'instar de Talleyrand, ont accepté la Restauration par calcul plus que par affect ou goût personnel. Ces derniers répliquent aussitôt en qualifiant leurs adversaires non pas de purs, mais d'exagérés, puis à partir de 1815, d'ultra-royalistes ou d'ultra, expression forgée par le secrétaire de Fouché, Manuel, on en reparlera, est devenue une expression passée dans le langage courant. Les royalistes modérés, qui ne sont donc pas ultras, se veulent, eux, à l'instar de Decazes, des royalistes constitutionnels, c'est-à-dire attachés à l'équilibre promu par la Charte. Relevons que ce passage entre le clivage pur-impur et ultra-constitutionnel permet dès cette époque un certain reclassement politique, car le critère n'est plus celui de l'ancienneté du royalisme, mais celui du degré de réaction, pour le dire en termes plus modernes, de droitisation que l'on souhaite introduire dans la politique de l'État. Et donc vous avez des royalistes de la première heure qui se sentent un tempérament modéré et qui vont donc devenir constitutionnels, et à l'inverse, vous aviez des serviteurs de Napoléon jusqu'en 1814 qui, par conservatisme bien trempé, vont s'intégrer sans difficulté dans la mouvance ultra. Reste enfin une frange d'adversaires résolus, non pas seulement des ultras, mais de la Restauration dans son entier, qui refusent donc le ralliement à l'idée monarchique. Jusqu'en 1820, cette fraction de bonapartistes et de républicains invétérés, puis de libéraux déçus par le régime, forment à la Chambre des députés une extrême gauche, puis une gauche de plus en plus diverse, qui se place ostensiblement hors du royalisme, de façon indépendante, c'est le terme qu'elle se choisit, à la différence de tous les autres acteurs politiques qui se rattachent plus ou moins sincèrement, plus ou moins modérément à l'idéal royaliste. On a donc jusqu'en 1820, au Parlement, un tripartisme très inégal entre cette gauche très minoritaire qui se réclame des Lumières, à défaut d'oser revendiquer ouvertement l'héritage de la Révolution française, qui prend le nom de libéral, un centre dominant jusqu'en 1820 de royalistes constitutionnels, partisans tranquilles de l'ordre établi, et une droite ultra-royaliste, décrite par ses adversaires, comme le dessinateur, qui, vous l'aurez compris, a ses sympathies davantage à gauche, décrite comme tourmentée par le passé et par le désir supposé plus que réel de revenir à l'ancien régime. Début 1820, un événement inopiné change brusquement la donne et aboutit alors à resserrer la notion de royaliste désormais donc à la seule droite et à ses sympathisants, sens que le mot conserve ensuite jusqu'en 1830. Le 13 février 1820, en effet, le duc de Berry, neveu de Louis XVIII et seul héritier du trône à pouvoir assurer une descendance à la dynastie, est assassiné par un ouvrier parisien, Louvel, aussitôt surnommé le Nouveau Ravaillac. Cet acte terroriste, qui inquiète tous les possédants, grands et petits, par l'incertitude qu'il engendre et par l'éventualité d'un retour à une anarchie révolutionnaire sanglante, provoque un séisme politique majeur et aboutit à une recomposition profonde de l'échiquier pour 10 ans. Cette recomposition est dominée par 3 éléments. Un effondrement et une implosion des centristes, des constitutionnels, qui étaient au pouvoir depuis 1815. L'ère Decazes est finie, et avec elle, la tentation avortée d'un royalisme consensuel. Deuxième conséquence, un raidissement conservateur de l'électorat qui ne s'infléchit qu'en 1827 et ne se retourne véritablement qu'en 1830, très brièvement du reste.
Troisième élément, enfin, une bipolarisation nouvelle des forces politiques qui font désormais s'opposer royalistes à droite, sans plus de précision, royalistes, c'est toute la droite, libéraux à gauche. Ces deux mots donc changent de signification. À gauche, les libéraux forment un ensemble plus vaste qu'avant 1820, intégrant une partie des constitutionnels qui refusent ce virage à droite. Et de l'autre côté, la droite n'est plus seulement limitée aux ultras, mais à une bonne partie des constitutionnels qui partagent leurs craintes d'une dérive révolutionnaire et qui sont donc d'accord pour mener ensemble une politique commune. D'autant que les ultras n'en sont plus pour l'essentiel d'entre eux. Pourquoi ? Parce que ces ex-ultras se sont pour la plupart convertis au réalisme gestionnaire sous la direction de leur chef parlementaire, Joseph de Villèle, méridional, ancien maire de Toulouse, ministre dès 1820, puis chef du gouvernement pendant 6 ans, de janvier 22 à janvier 28. C'est donc un ancien ultra, mais d'une branche modérée des ultras, si l'on ose cet oxymore, qui domine la vie politique de la Restauration et qui fait rompre son camp avec l'ultra-royalisme des origines. Ces villélistes, comme on les appelle, se voient attaqués par une extrême droite, le mot apparaît en 1819, qu'on appelle les pointus parce qu'ils se veulent à la pointe du combat royaliste et qui sont dirigés par le député d'Anjou, François-Régis de la Bourdonnais. Cette petite minorité pointue se veut fidèle à l'intransigeance frondeuse de 1815. Les autres se sont donc normalisés, banalisés, dédiabolisés, dirions-nous aujourd'hui, au sein donc d'une droite royaliste qui est désormais une droite de gouvernement. À la fin des années 20, certaines personnalités de cette droite, au demeurant, tentent à nouveau de jeter des ponts entre les deux camps, gauche et droite, pour mettre fin à cette bipolarisation et revenir d'une certaine manière à la tentative consensuelle des débuts de période. C'est notamment le cas de Jean-Baptiste de Martignac, qui anime le gouvernement entre janvier 28 et août 29, et surtout, bien sûr, de l'illustre écrivain Chateaubriand, qui entend encourager ce qu'il appelle un royalisme libéral et finit par faire avec ses troupes défection de la droite, y compris et surtout lors de la crise ultime de 1830. Alors, qu'en est-il de Paris ? Paris, comme on sait, est bien plus que la capitale administrative du pays, à toute époque. Dans la continuité d'une logique centralisatrice, affirmée dès le Moyen-Âge, poursuivie ensuite sous l'Ancien Régime, et sous la Révolution et sous l'Empire, Paris domine de manière écrasante le reste de la France, non seulement dans l'ordre politique, judiciaire, administratif, mais encore culturel, mondain, économique. Sous la Restauration, avec le développement du commerce et des échanges consécutifs au retour de la paix et à la fin du blocus continental, l'attractivité de Paris se renforce considérablement par rapport au reste du pays, sans attendre, c'est important de le noter, la grande vague d'industrialisation accélérée qu'on verra ensuite sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. En témoigne le dynamisme démographique de la capitale, étonnant lorsqu'on le compare à celui des 8 grandes métropoles de province de l'époque. Paris, qui est alors en moyenne 6 fois plus peuplé que Lyon, 7 fois plus que Marseille, passe de 550 000 habitants en 1815 à près de 900 000 début 1830. Autrement dit, sa population, dopée par cet essor commercial et proto-industriel, augmente de plus de 60% et creuse ainsi l'écart
même avec les 3 grandes villes de province les plus dynamiques de l'époque, Lille, Lyon et Marseille, dont le rythme de croissance est 2 à 3 fois moindre, de l'ordre de 25% sur 15 ans. A fortiori, la différence se creuse entre Paris et les autres grandes villes de province dont la progression est faible ou stagnante, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Strasbourg, voire même négative à Nantes. Pour vous donner un exemple parlant, Paris en 1815 a 11 fois plus d'habitants que Strasbourg. En 1830, c'est 18 fois plus d'habitants que Strasbourg. Or, ces Parisiens anciens et nouveaux restent enserrés dans les mêmes limites territoriales, celles des 12 arrondissements créés en 1795 et qui laissent en dehors de la ville les villages suburbains, Montmartre, Belleville, Bercy, Grenelle, etc., qui seront donc dans l'enceinte des fortifications de Thiers en 1840, après, et qui seront ensuite annexés en 1860 par Haussmann. La sociologie parisienne est déjà nettement différenciée au sein de ces 12 arrondissements. Le 10e arrondissement de l'époque est dominé par le faubourg Saint-Germain, celui de la vieille noblesse de la rive gauche, et donc logiquement plutôt acquis aux royalistes. En face, rive droite, où nous sommes, le premier arrondissement de l'époque, l'actuel 8e, autour des Champs-Élysées, voit s'installer la nouvelle bourgeoisie d'affaires, banquiers, industriels, négociants, plus proches des libéraux modérés. Les quartiers du nord et du nord-est, du 2e au 6e arrondissement, sont dominés par une petite bourgeoisie industrieuse, patriote, anticléricale. Le sud et le sud-est de Paris sont davantage dominés par des faubourgs ouvriers, d'ouvriers qualifiés des métiers de l'art, dans le faubourg Saint-Antoine très politisé depuis la Révolution, donc au bout du 8e arrondissement, mais des ouvriers beaucoup plus misérables au sud du 12e arrondissement de l'époque, l'actuel 13e, donc dans le faubourg Saint-Marcel, politiquement plus apathique. Au cœur de Paris, autour de l'île de la Cité, l'ancien 9e arrondissement, s'agglutinent les misérables qui forment une cour des miracles telle que l'a décrite peu après Victor Hugo dans un cadre médiéval de fantaisie. Enfin, à l'interface de ces quartiers modestes et de l'opulent faubourg Saint-Germain, on trouve rive gauche, au nord du 11e arrondissement, le quartier latin et sa jeunesse des écoles, déjà très remuante, ainsi que l'ont montré les travaux de Jean-Claude Caron. En dépit de cette hétérogénéité sociale très sensible des quartiers, la Restauration apparaît globalement en décalage par rapport à l'ensemble de ce Paris, et plus encore, la droite royaliste apparaît comme tout à fait extérieure à cette capitale, y compris quand les purs et les ultras débarquent en nombre dès 1814 de leur lointaine province pour réclamer des emplois, des faveurs à proportion de leur fidélité. Cette multiplication des solliciteurs de province royalistes qui débarquent à Paris avec une assurance candide qui n'a d'égal que la ringardise de leur allure vestimentaire, débouche sur une figure satirique évoquée dans les chansons de Béranger comme dans de maintes estampes, celle de Monsieur de la Jobardière, qui rêve d'un retour à la fortune passée de ses ancêtres avec un état d'esprit chimérique qui apparaît à la fois ridicule et odieux à la grande majorité des Parisiens. Par la suite, la présence massive et durable de ces provinciaux royalistes dans la capitale aboutit à leur relative acculturation et donc à une certaine banalisation de leur image. Néanmoins, même au Palais Bourbon, le port chez beaucoup de députés de droite d'une coiffure traditionnelle comme on en portait sous l'Ancien Régime, avec une queue et des ailes de pigeon, continue durablement
a donné lieu à des descriptions satiriques de la part des pamphlétaires parisiens libéraux durant toute la période. De même, ces derniers se moquent-ils volontiers des excès divers des élus provinciaux de la droite qui s'encanaillent en tâchant de profiter le plus possible des charmes de la capitale. Ce sont d'abord les plaisirs de la table, qui sont souvent évoqués, à travers les banquets des réunions de groupes parlementaires, qui permettent de souligner la goinfrerie de ces élus royalistes de province, notamment autour de la fameuse réunion Pied, qui est la plus importante réunion des députés royalistes. De manière plus compromettante, certains élus de province se font épingler par les pamphlétaires parisiens pour leur virer auprès des dames de petite vertu du palais royal, dont, à en croire ces pamphlets, ils s'approcheraient avec une timidité balourde typiquement provinciale. Écoutons persifler les auteurs d'une biographie pittoresque des députés parue en 1820. Je cite : « Avez-vous rencontré vers le soir, au palais royal, dans les galeries de bois, deux hommes marchant côte à côte, donnant un œil aux bijouteries éclatantes et l'autre aux lestes beautés qui sourient volontiers aux physionomies provinciales ? Ces deux bourgeois désœuvrés représentent le département du Tarn. Ce sont M. de Lastour et M. de Cardonnel. M. de Lastour est un grand albigeois vêtu de noir, la tête poudrée, portant le bas de soie et la boucle d'argent, comme un bourgeois en visite. Il marche péniblement sur ses corps. » Et un autre essayiste parisien en rajoute sur son compère, Cardonnel, « Ancien marchand d'huile, l'honorable député, ami de Brillat-Savarin, a une propension déclarée pour être ventru. Du reste, M. de Cardonnel est fort obligeant. Il suffit d'être né à Albi pour mériter son appui, et l'on sait ce que vaut la recommandation d'un ministériel. On connaît tellement son influence dans son pays que s'il arrive une bonne récolte, le naïf paysan s'écrie avec ravissement « Nous la devons à Mousseau de Cardonnel !» Ce portrait montre, avec une étonnante modernité, comment un certain parisianisme journalistique s'ingénie en permanence à délégitimer le conservatisme provincial, a fortiori méridional comme ici, en épinglant de manière, c'est vrai, très spirituelle, une dérive clientéliste qui, certes, en est souvent inséparable. Mais les provinciaux ne sont pas seuls en cause dans cette allergie visuelle, si l'on peut dire, car les royalistes, souvent très parisiens, qui fréquentent la cour des Tuileries, et plus particulièrement le pavillon de Marsan, qui existe toujours, qui est habité à l'époque par Monsieur, le futur Charles X, ne sont pas plus populaires, loin s'en faut. Il est vrai donc que ces royalistes de cour, qui grenouillent autour d'elle, font preuve, notamment en début de période, d'une propension aux intrigues, grandes ou petites, qui agacent prodigieusement le quidam, aiguillonné par la lecture de son journal de gauche. Ces diatribes trouvent en 1818 un aliment inespéré avec la conspiration parisienne du bord de l'eau, tramée à proximité immédiate du palais des Tuileries, en bordure de Seine, sur une promenade volontiers dévolue aux messes basses et conciliabules politiques, est restée depuis lors, jusqu'à nos jours, un lieu de rendez-vous secret présentant toutefois un tout autre caractère. Rapidement, néanmoins, cette imputation conspirationniste se retourne dès 1820 quand le goût des conspirations change de bord et devient le fait des carbonari d'extrême gauche. Mais plus durablement, la violence d'un certain militantisme politique radical continue à indisposer le Parisien ordinaire. Cette violence du reste réciproque entre ultra de droite et extrémistes de gauche s'exprime aussi bien à travers les journaux qui ne se ménagent pas que physiquement dans des rixes de théâtre, mais aussi de cafés, notamment aux abords du Palais Royal, décidément un lieu chaud à l'époque, où coexistent 3 cafés, les cafés Lamblin et Deux Fois, plutôt fréquentés par les libéraux et les bonapartistes, et le café de Valois, préféré par les royalistes.
entre les consommateurs de ces établissements concurrents, les duels ne sont pas rares, et l'on dit que les serveurs tiennent toujours une arme à la disposition de leur clientèle avec cette formule de circonstance « Monsieur, votre épée est en main ». Le journaliste Martinville, Alphonse Martinville, est l'un des meilleurs exemples de cette radicalité multiforme qui s'exprime aussi bien dans son journal Le Drapeau Blanc, le Minute de l'époque, qu'au Café de Valois, dont il finit un jour par se faire expulser manu militari par des royalistes plus modérés que lui, qui en ont assez de ce climat d'affrontement perpétuel et qui veulent siroter leur grenadine un peu en paix. L'activité mondaine des salons et des cercles royalistes demeure très largement inconnue du grand public. Les salons de Madame de la Trémouille, de la marquise de Talaru, de la duchesse de Duras, tout ça, les Parisiens ordinaires n'en ont pas vraiment conscience, raison pour laquelle je n'en dirai rien, d'autant que je crois qu'on vous en reparlera dans une conférence ultérieure. Au-delà de la visibilité des royalistes dans l'espace parisien, qui incommode donc volontiers l'homme de la rue, la ligne politique conduite dès 1814 compte naturellement pour bien davantage dans l'hostilité ressentie. Sous la première Restauration déjà, la tenue de cérémonies expiatoires qui culminent en janvier 1815 pour l'anniversaire du régicide de Louis XVI exaspère les Parisiens qui y voient un devoir de mémoire, déjà, dirigé contre eux à travers l'évocation des atrocités de la Révolution française. À la frontière du religieux et de l'économique, l'interdiction du travail le dimanche, décidée par la loi en 1814, est aussi extrêmement impopulaire à Paris, à la fois parce que la déchristianisation avancée des esprits est rétive aux mesures cléricales et à la fréquentation de la messe, mais aussi parce qu'en déplaçant le jour férié du lundi traditionnel, la Saint-Lundi, comme disent les ouvriers, au dimanche, on désorganise la vie économique au mécontentement des petits patrons. En entravant le dynamisme commercial renaissant par idéologie religieuse, la Restauration s'aliène donc précocement la sympathie d'un nombre important de Parisiens. Cela se traduit pendant les 100 jours par une acceptation générale du pouvoir napoléonien et plus encore par des manifestations de rue des ouvriers après Waterloo pour tenter vainement d'éviter le nouveau retour des Bourbons. Si l'on ajoute l'occupation étrangère, sur laquelle je n'insiste pas puisqu'elle fera elle aussi l'objet d'une conférence propre, c'est donc dans un contexte déjà tendu que surviennent à l'été 1815 les premières élections sous la Restauration. Voyons donc dans un dernier moment les rapports entre les royalistes et Paris dans un aspect électoral. Il y a en gros 4 phases. La première, qui ne dure pas, 1815, celle d'une illusion fragile. Entre 1816 et 1819, on observe déjà un divorce net et accéléré. 1820, un retour fugace au succès, trompeur, et 2 ans plus tard, et jusqu'au bout, la descente aux enfers. Alors, quelques mots très rapides sur l'organisation des élections de l'époque. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a d'élections législatives que sous la Restauration. Il n'y a pas encore d'élections municipales, elles ne sont créées que par le régime suivant la monarchie de Juillet. Donc on ne vote que pour élire des députés. Et qui est-ce? Les riches seulement. Car pour voter, il faut payer un certain seuil d'impôt direct. On cumule tous vos impôts. Et donc, si vous franchissez le seuil qu'on appelle le cens, vous avez le droit de voter. Ce qui fait qu'à l'époque, les gens adorent payer des impôts et se plaignent auprès du percepteur quand leurs impôts diminuent. On devrait revenir à cette bonne méthode. Donc, les impôts directs, impôts fonciers, mobiliers,
impôt sur les portes et fenêtres, et patente versée par les chefs d'entreprise. À l'échelle de la France, c'est l'impôt foncier qui domine de manière écrasante. Il représente en France les 3/4 des impôts directs, donc l'impôt sur les propriétés en début de période, les 2/3 encore en 1830. Mais à Paris, il en va tout différemment. C'est la patente versée par les chefs d'entreprise, compris les petits artisans, les négociants, les industriels, les banquiers, qui permet à beaucoup de Parisiens d'être électeurs sous la Restauration, alors qu'ils ont des origines sociales souvent modestes. On a donc une sociologie de l'électorat parisien beaucoup plus mélangée qu'en province et qui incorpore donc en masse des éléments d'origine populaire parvenus tels le César Birotteau balsacien à une honnête aisance. Alors, le système, le mode de scrutin électoral change aussi très souvent. Donc, les gouvernements, déjà à l'époque, ont compris qu'ils avaient avantage à le manipuler pour éviter la déroute. Donc, rapidement, en 1815 et 1816, vous avez, comme sous l'Empire, un scrutin à 2 degrés. Les collèges d'arrondissement, donc qui sont représentés là par des grands numéros, 1, 2, 3, 4, ne choisissent que des candidats à la députation. Donc en 1815, il faut élire 10 députés, chacun de ces collèges, donc il y en a 4 dans Paris et 2 en banlieue, donc un pour la banlieue nord autour de Saint-Denis, un pour la banlieue sud autour de Sceaux. Chaque collège choisit 10 candidats, donc en tout ça fait 60 candidats, et donc le collège départemental, qui réunit les électeurs les plus riches, choisit 10 députés en puisant la moitié parmi ces 60 candidats. Donc vous voyez, ce n'est pas très contraignant pour le collège départemental, qui a donc la main sur le choix définitif des députés. Alors, en outre, en 1815, on connaît encore assez mal les personnalités qui se présentent. Ce sont souvent des notables, mais dont les opinions politiques ne sont pas vraiment connues. Ce qui donne un scrutin souvent peu lisible, qui mélange des choix assez divers. Donc les mêmes électeurs choisissent des gens qui seront ensuite ultra, constitutionnels, voire libéraux, sans en avoir conscience. Bon, on note d'emblée tout de même que le 4e collège, donc celui du Sud, qui englobe donc le faubourg Saint-Germain, vote un peu plus que les 3 autres, ceux de la rive droite, pour des royalistes sincères ou conservateurs. Mais malgré tout, dans les 10 députés de 1815, il n'y a que quasiment pas d'ultra-royalistes sur les 10. Les royalistes purs n'obtiennent que 3 députés sur 10, ce qui est tout de même assez réduit parce que le président du collège n'est rien moins que monsieur, frère du roi Charles X. Or, à l'époque, sous la Restauration, le président du collège a un rôle central. Il n'y a pas d'isoloir à l'époque, et donc vous votez sous les yeux du président du collège. Inutile de vous dire que si vous êtes fonctionnaire, vous avez intérêt à montrer votre bulletin, ou alors vous êtes très indépendant et très courageux. Donc, parmi ces 3 royalistes authentiques sur les 10, le plus connu, c'est l'avocat Nicolas Bellart, qui est célèbre pour avoir rédigé un an plus tôt, fin mars 1814, avant le Sénat et toutes les autres, l'appel du Conseil général de la Seine à destituer Napoléon au profit de Louis XVIII. Donc Bellart vient d'être bombardé procureur général près la cour de Paris. Il a des origines parisiennes, modestes. C'est le fils d'un simple charron de la capitale et ça l'a sans doute aidé à se faire élire donc auprès d'un électorat un peu socialement hétérogène. D'autant que, contrairement à ce qu'on lit souvent dans les livres d'histoire, Bellart, c'est un vrai royaliste, pur si l'on veut, mais ça n'est pas un ultra-royaliste. Donc vous voyez la nuance entre ces deux notions. L'année suivante, d'ailleurs, le gouvernement l'utilise pour se présenter contre les ultras. Donc c'est quelqu'un, on pourrait dire aujourd'hui, de centre-droit ou de droite modérée. Les 7 autres élus, qui ne sont pas des royalistes authentiques, appartiennent à la mouvance constitutionnelle et libérale, et parmi eux, on note, excusez du peu, 5 ministres en poste ou futurs. Pâquier, l'ancien préfet de police de Paris sous l'Empire, son successeur, le jeune Decazes,
momentanément populaire auprès des ultras pour avoir brutalement congédié la Chambre des représentants de Napoléon. 2 hommes d'affaires et futurs ministres des Finances, Antoine Roy et le baron Louis, l'ancien abbé Louis qui officiait déjà en 1790 lors de la fête de la Fédération pour servir la messe avec son complice Talleyrand. Et 5e et dernier élu de cette mouvance, Fouché en personne. C'est vous dire quand même l'hétérogénéité de ces résultats. Les 2 principaux battus du scrutin sont significativement 2 ultras. L'un très parisien, Bertin de Vaux, ami de Chateaubriand, qui dirige avec son frère le Gros Bertin, que vous voyez souvent représenté en peinture. Les 2 dirigent le Journal des débats, quotidien, qui est le quotidien de référence de l'époque. C'est l'équivalent du Monde, un Monde plus à droite. L'autre, Grosbois, au contraire, franc-comtois, est une caricature de provincial, telle qu'on a pu la décrire, bien qu'ayant officié dans sa jeunesse au Parlement de Paris, ce qui manifestement n'a pas réussi à séduire l'électorat de 1815. Donc voilà pour ces élections de 1830. Vous voyez, une droite qui a 3 représentants, mais qui ne sont pas vraiment des ultras, et qui est d'emblée en minorité. 1 an après, nouvelles élections. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État, Louis XVIII, excédé par les outrances des ultras à la Chambre, dissout la Chambre et appelle à voter pour des constitutionnels. Cette fois-ci, il n'y a plus de flou idéologique. On sait exactement quelles idées chacune des personnalités défend. Donc, vous voyez, il n'y a plus l'excuse des personnes qu'on connaît. Et les Parisiens ne s'y trompent pas, qui vont même au-delà des vœux du roi, en élisant non seulement des constitutionnels, mais déjà des indépendants défavorables à la Restauration. Alors il faut dire que durant la session qui vient de s'achever, à la Chambre introuvable, les députés ultras de province ont fait assez fort. Représentant les intérêts des propriétaires agricoles pour l'essentiel, ils ont ingénument proposé, par reine du monde de l'entreprise, des commerçants, des industriels et autres patrons, de défalquer les patentes du calcul du cens électoral. Ce qui serait revenu pour Paris à éliminer à peu près les 3/4 des électeurs parisiens. Cette excellente idée a été reçue 5 sur 5 par les intéressés qui s'en souviennent au moment de mettre leur bulletin dans l'urne. À Paris, les ultras sont tous battus en 1816. D'abord, dans les 4 collèges d'arrondissement, la banlieue est un peu plus partagée. Puis au collège départemental, y compris l'ultra qui était le mieux placé, qui est un banquier, ce n'est pas innocent bien sûr, donc qui s'appelle Olivier avec 2 L, et qui fait en quelque sorte figure de traître de classe, si l'on ose cette terminologie marxiste. Du faubourg Saint-Honoré jusqu'au faubourg Saint-Antoine, des milieux d'affaires jusqu'au monde de l'artisanat, les électeurs soutiennent donc d'une part les candidats du gouvernement, parce qu'hostiles aux ultras, donc des hommes de centre droit, Bellart, qu'on a vu précédemment, mais aussi Chabrol de Volvic, le préfet de la Seine, jadis nommé par Napoléon, donc qui est devenu un royaliste de centre droit, mais aussi donc des personnalités infiniment plus marquées à gauche, voire même très à gauche, comme le banquier Jacques Laffitte, hostile à la Restauration. En 1817, on recommence à voter. Non pas à cause d'une nouvelle dissolution, il ne faut pas abuser des bonnes choses, mais parce que le système électoral de l'époque veut que la Chambre soit renouvelée tous les ans par 5e. Donc tous les ans, on prend un 5e des départements et ces départements renouvellent en entier leurs élus. Et Paris fait partie de la première des 5 séries. En outre, le mode de scrutin a été entièrement chamboulé par le gouvernement qui veut encore plus, à l'échelle du pays, affaiblir la droite. Et il est devenu un scrutin unique au collège départemental. Donc tous les électeurs, cette fois-ci, se rendent au collège départemental. Alors pour Paris, pas de problème. On se rend dans sa section, il y a 20 sections, donc, et on réunit les votes dans un collège départemental. Le changement, en réalité,
concerne beaucoup plus la province, où quand vous habitez l'autre bout du département, vous êtes un agriculteur rural, vous hésitez à vous rendre au chef-lieu, donc c'est fait pour affaiblir les ultras. L'évolution de Paris vers la gauche se poursuit donc davantage dans le cadre de ce nouveau mode de scrutin, au point que le gouvernement centriste a dû s'entendre au préalable avec la gauche modérée pour opérer avec elle une alliance qui vise à écarter de la députation parisienne, non sans difficulté, l'extrême gauche radicale qui déteste les Bourbons. Donc vous voyez que le gouvernement a mal ajusté son système électoral et que les résultats sont un peu trop à gauche que ce qu'il aurait espéré. Et c'est particulièrement le cas à Paris. À Paris, des personnalités très connues, Lafayette, le héros des deux mondes vieillissants, qui, vous le voyez, n'a plus son joli minois de 1789, Benjamin Constant, l'intellectuel qui a défié Napoléon pendant le Consulat, avant de se rallier à lui en 1815, en sont les figures les plus connues. Le plus inquiétant pour le gouvernement, et a fortiori pour la droite, c'est l'extrémiste Manuel, figurez-vous un mixte entre Jean-Luc Mélenchon et Arlette Laguiller, qui fait figure d'épouvantail et qui, 8 ans plus tard, fera l'apologie à peine déguisée du régicide de Louis XVI à la Tribune. Tous ces esprits exaltés de l'extrême gauche font grosso modo 40% à Paris. 40% pour l'extrême gauche. La droite, en revanche, échoue sur toute la ligne et elle est d'emblée hors jeu. Ses candidats les plus populaires plafonnent à 16% à Paris. Olivier, déjà cité, est le seul admis au dernier et 8e scrutin de ballottage ou duel qui l'oppose à un autre banquier. Vous voyez, tout se passe entre banquiers à Paris, Casimir Périer, qui est un libéral modéré. Olivier perd le scrutin, logiquement. L'année suivante, en 1818, alors vous allez me dire, mais Paris vote tout le temps. Il y a quelqu'un qui meurt, parce que les gens sont âgés à l'époque, et donc on meurt. Il y a une élection partielle, donc il y a un siège qui concentre la lutte, et cette fois, comme en 17, et plus qu'en 17 encore, le scrutin se joue entre le candidat de la gauche modérée, le négociant Ternaux, et Benjamin Constant pour l'extrême gauche, qui perd cette fois de très peu, à près de 49% pour l'extrême gauche. Perdu pour perdu, la droite parisienne s'est payé le luxe de la division au premier tour, le seul où elle a été admise à concourir. Au nom du centre droit, Bonnet plafonne à 13%, ce qui permet à Olivier, au nom des ultras, de diviser son score habituel par 2,5 et de descendre à un modeste 6%. On touche le fond, peut-on penser, mais non. Petit répit, en 1820, le contexte est momentanément favorable. L'assassinat du duc de Berry, que j'évoquais, crée un climat de lutte contre l'extrême gauche et un glissement à droite de l'électorat qui touche y compris Paris, dans une certaine mesure. En outre, le mode de scrutin évolue à nouveau. La fameuse loi du double vote, qui permet aux riches de voter 2 fois, une fois dans les collèges d'arrondissement, une fois dans le collège départemental, et un redécoupage complet des circonscriptions. Donc vous voyez, désormais, il y a 7 circonscriptions dans Paris intramuros, plus une 8e en banlieue, ce qui permet donc à chaque quartier d'être politiquement plus individualisé et donc mieux représenté. Bon, la droite parisienne, qui a senti le vent du boulet et entend éviter la marginalisation groupusculaire qui l'a guetté, s'est résolue, cette fois sans barguigner, à faire l'union entre ultra et centre droit. Le dosage tient néanmoins compte de la sensibilité parisienne. Pour élire 4 députés, le ticket met en avant un seul ultra, Olivier, toujours lui, qui fait partie de la sensibilité modérée, proche de Villèle, pour 3 hommes du centre droit, qui acceptent donc l'alliance à droite. L'union paye. La droite gagne les 4 sièges,
avec donc, Olivier, Bonnet, Lebrun, un conseiller à la Cour des comptes, et Quatremer de Quincy, archéologue et directeur général des musées parisiens. La gauche, cette fois, ne dépasse pas 46% tout de même, et le meilleur candidat d'extrême gauche, 26% seulement tout de même, dans un contexte très défavorable. Mais c'est un feu de paille pour la droite. Et je ne vais pas vous infliger toutes les élections jusqu'en 1830, lorsqu'on fait la moyenne des 10 dernières années, donc entre 1820 et 1830, sur les 37 villes françaises de plus de 20 000 habitants de l'époque, Paris arrive 3e pour la faiblesse des scores cumulés de la droite, juste derrière Rouen et Strasbourg, où la droite est encore plus détestée que dans la capitale. Les choses ont changé à Strasbourg. À Paris, donc, durant cette décennie, les meilleurs candidats de droite réalisent en moyenne un score de 30%, donc pour les meilleurs candidats à Paris. À Lyon, on est à 45%, à Rennes à 55%, à Montpellier 60%, à Marseille ou Lille 70%, à Aix-en-Provence 75%. Donc vous voyez, toute la France ne vote pas comme Paris. La seule consolation donc, pour la droite, c'est que à Paris c'est 30, à Rouen c'est 25, à Strasbourg c'est 15. On trouve toujours pire que soi, peut-on penser? Pas sûr même. Car il y a une forte évolution entre le début et la fin de la décennie. En 1830, pour les dernières élections, donc quand Charles X dissout la Chambre et en fait une sorte de référendum autour de sa personne, les collèges d'arrondissement de Paris ne votent qu'à 15% au mieux pour la droite contre 85% pour la gauche. Même à Strasbourg, la droite fait 10 points de plus. Et en outre, au sein de Paris, la différence s'est nettement accusée d'un collège à l'autre, d'un quartier de Paris à l'autre. Sans surprise, le Faubourg Saint-Germain donne son meilleur à la droite, avec 30% à peine, malgré tout, pour le candidat local. Donc vous voyez, même le Faubourg Saint-Germain vote à 70% pour la gauche, c'est vous dire. Mais c'est une autre histoire rive droite. 13% dans le Faubourg Saint-Honoré, 11% dans le Marais, 10% près des grands boulevards, 7% le record autour de l'hôtel de ville, contre 93% aux candidats de la gauche. N'en jetez plus. On voit donc l'allergie phobique de Paris à l'égard de la droite qu'on observe en fin de période nulle part ailleurs à un tel degré. Alors il faut dire que la renaissance des divisions internes ne facilite pas les choses et la droite parisienne, donc impayable, renoue avec les divisions, notamment donc en 1827. Les pointus d'extrême droite, dans 3 des 8 collèges, présentent un candidat contre celui de la droite modérée de Villèle. Certes, ils font des scores très faibles, entre 2 et 5% pour le candidat d'extrême droite, mais c'est toujours ça de prix pour le malheureux candidat de la droite modérée. Mais le pire est le dénigrement interne au sein de cette droite modérée. Prendre un exemple. Un haut fonctionnaire villéliste parisien, Éricard de Thury, se présente aux élections en 24 à l'Hôtel de Ville, en 27 au Faubourg Saint-Germain. Donc il a été directeur des catacombes de Paris, puis chef des travaux à Paris, un poste très important. Écoutons le portrait impitoyable qu'en dresse le baron de Frénilly, comme lui proche de Villèle, journaliste, homme de salon, typiquement parisien, qui vient d'être électoralement expédié à Nantes, alors que c'est vrai, il guignait la circonscription d'Éricard de Thury. Je cite Frénilly. Thury, ci-devant inspecteur des mines, devenu seigneur des paroisses et directeur des catacombes, sentant le parvenu d'une lieue, important, courtisan, suffisant, partant peu aimé et peu estimé, mais qui, à défaut d'amis, avait par l'habitude de travailler sous terre, gagné bon nombre de partisans dans la classe des royalistes à salaire et des industriels agricoles qu'il séduisait par des rapports sur le fumier, l'urate et la poudrette. Etc. Avec de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis, et on touche là tout de même à l'un des problèmes récurrents de la droite parisienne. Bon, la maladresse initiale à l'égard du monde de l'industrie et du commerce continue à peser, même si au plan national, Villèle ne ménage pas ses efforts pour adapter sa politique à la modernité économique et bousculer les préjugés de son camp. À Paris même, la droite parisienne finit par intégrer des candidats emblématiques de ce capitalisme naissant. Je cite
très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, un manufacturier, Eugène Debray, qui se présente à la chaussée d'Antin, un agent de change qui représente la banlieue, et 4 banquiers, pour la droite, Olivier, déjà cité, qui finit donc, en 1820 quand même par se faire élire, puis ensuite par être nommé à la Chambre des Pairs, en 1827, son associé en affaires, Outrequin, tente lui, avec moins de chance, l'élection dans le quartier des Grands Boulevards, donc, avec un double échec. Plus intéressant, le banquier César de Lapanouse est imposé à la droite locale par la protection expresse de Villèle, son ami, dans la meilleure circonscription, le Faubourg Saint-Germain. Ça suscite certaines jalousies à droite, et en l'occurrence, Berthier de Sauvigny, le chef de file de l'extrême droite, relaie avec gourmandise les rumeurs insistantes de délit d'initié en bourse qui lirait Lapanouse à son mentor Villèle. Je le cite, « Monsieur de Lapanouse, l'ami de Monsieur de Villèle, savait les nouvelles un peu plus tôt que les autres. Il gagnait des millions à la bourse et laissait plus tard une fortune de 10 millions. » Vous voyez que les divisions locales de la droite facilitent déjà la connaissance des misérables tas de petits secrets et en l'occurrence l'honnêteté prise en défaut de tel ou tel ténor de la droite parisienne. L'extrême droite elle-même, pourtant, succombe à ce tropisme bancaire puisqu'elle promeut, chaussée d'Antin, le banquier Sanlo Bagno comme dissident, voire comme candidat unique de la droite. Bon, mais il y a d'autres facteurs que cette allergie au commerce et à la banque qui sépare les royalistes de Paris. La politique religieuse mise en œuvre dès Louis XVIII et amplifiée par Charles X joue assurément un rôle décisif dans une capitale viscéralement anticléricale, malgré les efforts apostoliques de quelques sociétés, et Paris, c'est certain, n'a pas digéré la loi sur le sacrilège, ne fut-elle jamais appliquée. Et puis, spécificité totalement parisienne, il y a la gifle qu'a représentée la dissolution de la garde nationale de Paris au printemps 1827, au terme d'un défilé houleux qui a donné lieu à quelques insultes bien senties adressées à Villèle et Charles X. Vous voyez, il n'y a pas que le chef de l'État actuel qui essuie des insultes. Cette dissolution d'un corps civique en armes qui faisait la fierté du petit bourgeois ou même de l'artisan parisien constitue une erreur majeure pour la droite. Elle explique 6 mois plus tard, au soir même de l'élection de novembre 27, l'émeute de la rue Saint-Denis, avec la résurrection de barricades inédites depuis la Fronde, qui tournent au massacre par les forces de l'ordre, et 3 ans plus tard, bien sûr, le fait que la Révolution de juillet émane de Paris seul, qui a en quelque sorte un contentieux personnel à régler avec la royauté. Pour conclure d'un mot, les royalistes et Paris sous la Restauration, c'est l'histoire d'un rejet dont on voit les prémices dès 1814, qui ne cesse ensuite de s'amplifier jusqu'à la Révolution de 1830, qui en constitue en quelque sorte le parachèvement. Mais au-delà de cet anti-royalisme qui renvoie à un passé aujourd'hui révolu, on voit aussi, lors de cette période politiquement fondatrice, la droite parisienne éprouver des revers souvent impressionnants, quand même, ces scores minables, qui sont dus à des comportements caricaturaux de dénigrement, de règlement de compte interne pouvant tourner à l'implosion. Et cela, assurément, n'a disparu ni avec la Restauration, ni avec l'étiolement de la cause royaliste, et demeure encore et toujours d'une vivante actualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thor. Y a-t-il une première question? Alors, qui choisit les maires s'ils ne sont pas élus? Alors, c'est le ministre de l'Intérieur, pour Paris. Pour Paris et pour les grandes villes. Pour les petites villes et les villages, ce sont les préfets qui choisissent les maires. Alors, non seulement les maires, mais le moindre des conseillers municipaux. Il n'y a pas un seul conseiller municipal qui ne soit pas nommé, soit par le préfet pour les petites communes, soit par le ministre de l'Intérieur directement pour les grands. Quelle était la Vous avez évoqué la population de Paris par rapport aux grandes villes françaises, mais aux grandes capitales européennes de l'époque.
je crois que c'était Londres la plus peuplée. Oui, tout à fait. Et Paris était... Alors, il n'y avait que Londres qui devançait oui, Paris. Voilà. Et ensuite, vous aviez donc, après Paris, Saint-Pétersbourg, Vienne, qui était donc... Et Naples aussi. Moins tout de même, nettement moins. Nettement moins. Ah oui, c'est... Donc, après, il n'y avait que Londres qui devançait Paris. Oui, voilà. Mais avec un phénomène politique qu'on n'observe pas du tout de la même manière à Londres. Voyez. Oui, et donc Berlin était une toute petite ville à l'époque. Oui, Berlin, plus petit que Vienne, vous voyez. Et d'ailleurs, même politiquement encore, le roi de Prusse, bon, qui commence à être un peu l'étoile montante, est derrière quand même l'empereur d'Autriche. Oui. Et Rome, n'en parlons pas à l'époque. Rome, ça redevient la ville du pape, des États pontificaux, mais c'est vrai que c'est une toute petite ville. Ça reste une toute petite ville de rien du tout, jusqu'à l'unité italienne, quoi. C'est ça. Pouvez-vous rapporter cette population de Paris par rapport à Londres à la surface des deux villes? Non, je peux pas... Londres est beaucoup plus étendue, non? On comprend davantage de ce qui correspondrait à davantage de communes pour la région parisienne. C'est vrai que Londres alors qui a été entièrement brûlé, hein, donc à l'époque moderne et donc entièrement reconstruit, donc, a eu un développement plus vaste, plus aéré aussi, donc ce qui a ensuite fait l'émerveillement du jeune Napoléon III. Ce qui effectivement permet d'éviter l'agglutinement là qu'on voit vraiment à Paris, qui crée des tensions sociales et donc peut-être aussi une certaine radicalité politique qu'on observerait. Mais ceci dit, à Londres, malgré tout, à cette époque-là, vous avez une forte radicalité politique et une répression sauvage par le gouvernement. Hein. Donc il y a ce qu'on appelait les émeutes de Peterloo à Manchester, hein, qui ont été relayées à Londres, et le gouvernement londonien ne badine pas davantage que le gouvernement français rue Saint-Denis. Parce qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, vous avez une domination, comme en France, de la droite, donc des Tories, qui, justement, prend fin un peu après 1830. En juillet 1830, si ma mémoire est bonne, Charles X abdique en faveur de Louis XIX. Qui est Louis XIX? Alors, Louis XIX, donc, c'est le duc d'Angoulême, c'est-à-dire son fils aîné, donc, qui s'est marié avec sa cousine Germaine, donc la fille de Louis XVI. Bon, il est un peu débile, le duc d'Angoulême, débile au sens physique. Il est dévoré de tics nerveux. Enfin bon, il y en a d'autres, mais malgré tout, il fait figure d'incapable politique. Donc c'est une abdication. Vous avez parlé du transfert du jour férié du lundi au dimanche. Oui. Je voulais savoir depuis quand le lundi était férié. Est-ce que ça date de la Révolution Et est-ce que notre lundi de Pentecôte maintenant ou de Pâques est un héritage de ça? Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout que ce soit un héritage. Alors, si vous voulez, sous l'Ancien Régime, c'est le charme de l'Ancien Régime, il n'y a pas un jour férié officiel dans toute la France, si vous voulez, parce qu'il y a une liberté qui est quand même laissée aux corporations de choisir, de s'organiser comme elles le souhaitent. Et c'est vrai que la Révolution essaye d'unifier tout cela, puis plus encore, évidemment, le pouvoir bonapartiste. Mais malgré tout, la tradition de férier le lundi était très répandue, donc, notamment donc, en milieu urbain, ouvrier. Alors évidemment, à la campagne, il n'y a pas de jour férié. C'est aussi ça dont il faut se rendre compte. C'est 7 jours sur 7. Bon, eh bien, merci beaucoup, Monsieur Thor. Merci à vous.